Bonsoir tout le monde et bienvenue à la soirée d'immersion pour la concentration d'SDEVTEC pour l'option électromécanique. Alors ce soir, vous voyez, nous nous trouvons ici dans un local d'électromécanique qu'on appelle la mini-usine. Donc, vous voulez avoir l'occasion de voir exactement de près comment ça se passe pour les élèves qui sont inscrits dans la concentration d'SDEVTEC dans l'option électromécanique. Donc, vous vivez ce soir une soirée d'immersion virtuelle. Donc, vous aviez été invité au départ pour une soirée d'immersion en présence. La pandémie nous a joué encore plus tôt et puis on est obligé de transformer ça. Donc, on a quand même invité un élève qui est intéressé par ce parcours-là, qui va faire une démonstration pour vous, là, donc avec vous, qui va vivre l'expérience accompagné par un enseignant de l'électromécanique, donc Sébastien Poirier, qui sera avec nous un petit peu plus tard. Donc, ce soir, c'est la soirée d'immersion. Vous avez peut-être déjà assisté au mois de décembre dernier à la soirée d'information pour la concentration de SDEVTEC où on vous donnait des informations générales sur ce parcours de formation-là. Donc, on vous a parlé que les élèves, on vous a parlé de comment ça fonctionne, quelles sont les exigences. Donc, si jamais vous avez manqué cette soirée d'information-là, sachez qu'elle se trouve sur le site du Centre de services scolaires de Laval, sur la page concentration-sdevtec.com et vous allez être capable, en mesure d'aller écouter, visionner cette soirée d'information-là pour avoir toutes les informations disponibles et pertinentes, de même que la présentation qui a été projetée. Donc, je ne me suis pas présentée. Je me présente, Chantal Sabourin, coordonnatrice du service de l'éducation, de la formation professionnelle et aux entreprises. Donc, le beau projet de concentration d'SDEVTEC, c'est un projet qu'on travaille en collaboration avec le secteur de la formation professionnelle et les services éducatifs du secteur des jeunes. Donc, je suis ce soir avec ma collègue Geneviève Marcoux, à qui je passe le micro, qui va vous parler un petit peu plus de la concentration. Donc, bonne soirée. Merci d'être là. Bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous dans le confort de votre foyer pour vivre l'activité d'immersion en électromécanique. Geneviève Marcoux, coordonnatrice au secteur jeune. Donc, qu'est-ce que la concentration de SDEVTEC? Tout d'abord, ça s'adresse à nos élèves qui sont présentement en secondaire 3 et qui ont un intérêt à conjuguer, en fait, la théorie avec la pratique là, au quotidien dans leur semaine d'école. Donc, comment ça se vit? C'est que les élèves vont faire, en fait, 60% du temps des cours du secondaire, donc de la formation générale jeune, auquel on va ajouter un 40% de formation professionnelle, pratico-pratique, dans lequel ils vont développer des compétences. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que l'élève, la formation professionnelle vient en fait compléter normalement ce qui aurait été des choix ou des options régulières au secondaire. Ce qui est important de garder en tête, c'est que la concentration d'SDEVTEC, elle dit, c'est 3 diplômes en 5 ans. Et l'élève, au bout du compte, va obtenir son diplôme d'études secondaires en même temps que ses collègues qui sont restés dans l'école d'origine. Donc, ça, c'est important à savoir. Et bien, assurément, le DEC, qui dit DEC, dit passerelle vers le collégial. Donc, il y a une suite pour ceux et celles qui le désireront. Donc, entre la théorie et la pratique, ce soir, vous allez avoir vraiment la possibilité d'observer notre élève qui va vivre. Qu'est-ce que c'est l'aspect pratique d'une concentration en électromécanique? Tout au long de la soirée, si vous avez des questions, on vous invite à les adresser dans le clavardage. On pourra y répondre. Si toutefois, il y a des questions qui restent en suspens, sachez qu'il y a un formulaire dans lequel, sur le site de la concentration d'SDEVTEC, que vous pourrez aller récupérer, nous écrire votre question. Si jamais la question survient demain matin, on pourra assurer le suivi. Mais d'ici là, je vous laisse aux soins de Marie-Chantal qui vous explique la suite des choses. Donc, Geneviève vous a parlé que les élèves font une portion de 60% en formation générale, 40% en formation professionnelle. Ça, c'est pour l'année 1 dans la concentration, donc l'équivalent de la 4e secondaire. Lorsqu'il arrive en 5e secondaire, c'est l'inverse. Donc là, on a un 40% en formation générale, environ là, 60% en formation professionnelle. Les élèves vont faire tous leurs cours obligatoires pour l'obtention du DES, de même que le préalable qui est requis pour poursuivre au cégep dans la technique qui est associée à l'électromécanique.
On va vous mettre dans le clavardage un document qui va vous présenter un peu qu'est-ce qu'il y en est au niveau du parcours en électromécanique. Vous allez avoir aussi les possibilités là, de poursuite au collégial et même à l'université si vous désirez poursuivre pour des études supérieures par la suite. Donc, au bout du compte, l'élève obtient son diplôme d'études secondaires. Il va poursuivre, après la 5e secondaire, il va poursuivre pour une demi-année en formation professionnelle. Le DEP en électromécanique, c'est un DEP de 1800 heures. Donc, c'est un gros DEP. Alors, il va avoir besoin d'un petit peu plus de temps. Donc, une session de plus ou une demi-année scolaire de plus pour compléter le diplôme d'études professionnelles. Et ça va l'amener ensuite à avoir tout ce qu'il faut pour poursuivre avec une passerelle au collégial, avec des cours qui pourront être reconnus parce qu'évidemment, il y aura déjà des compétences acquises. Donc, les élèves vont être encore mieux préparés pour leur entrée au collégial s'ils souhaitent poursuivre leurs études à ce niveau-là. Et ils auront un diplôme en poche, ils pourront déjà travailler dans le domaine et poursuivre leurs études au niveau collégial. Donc, sans plus tarder, on transfère là, un peu plus loin dans la mini-usine où on est ici. Alors, vous allez voir Sébastien Poirier, notre enseignant, qui est avec un élève et qui va vraiment vous faire une démonstration de genre d'activités qu'ils vont faire dans le cadre du programme en électromécanique. OK, moi, je m'appelle Sébastien Poirier. Et je suis enseignant en électromécanique depuis 15 ans. Oui, en fait, c'est ça, j'arrive à 15 ans. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire vivre une expérience à notre candidat pour la passerelle d'ESDEPDEC, une expérience de finissant en électromécanique. Donc, pour arriver là, les apprenants doivent avoir passé à travers tout le DEP, ce qui veut dire qu'on a besoin de beaucoup de connaissances pour faire ce qu'on va faire aujourd'hui. On doit maîtriser chacune des parties du système de l'équipement sur lequel on travaille. Fait on va faire ça ensemble. On a eu un petit débriefing avant, mais il sait un peu où il s'en va. Là. Fait que là, étape 1, on va essayer de mettre en marche la phase 4. Et étape 1, il va falloir la décadenasser. Parce qu'en ce moment, elle est cadenassée et verrouillée. On met ça en marche, oui, on tourne fort. Et là, il y a toujours un délai. Un ordinateur, ça prend tout le temps un délai pour démarrer. Et c'est exactement ce qu'on voit ici. On a l'interface opérateur, qui est l'écran tactile, qui démarre beaucoup plus vite que l'automate programmable, qui est l'ordinateur du système qui démarre en arrière. Donc là, on va voir apparaître des petits messages d'erreur. C'est normal, parce que l'écran démarre plus rapidement. Une fois que le tout va être démarré, on va tenter de mettre la phase en marche. Et là, ce qu'on va faire, c'est vivre un peu ce qui se passerait sur le marché du travail. On arrive le matin, on essaie de démarrer la machine pour partir une production et il y a un problème. Vas-y, ouais, on réarme. C'est bon, départ. 1, 2. Et là, la machine est démarrée. Après un certain délai, le deuxième convoyeur est supposé démarrer. Et là, il y a un problème. À ce moment-là, un électromécanicien se pose une question. Il y a un problème, il y a une panne. Quels sont les symptômes? Le convoyeur. Le convoyeur n'a pas démarré. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'on va aller chercher toutes les informations qu'on est capable de trouver avant d'aller prendre des mesures, un petit peu comme quand on va chez le médecin. Le médecin nous pose des questions avant de nous envoyer passer des tests. Là, on se pose des questions à nous-mêmes. On pourrait poser des questions aux gens qui travaillaient là le moment venu. Mais là, on regarde l'écran. Il n'y a pas d'alarme. Donc, il va falloir aller voir ce qui se passe dans le panneau en appliquant les règles de sécurité. Donc, étape 1, il va falloir que notre candidat mette les équipements de protection individuelle pour se protéger contre les chocs électriques et les éclats d'arc. C'est des gants de protection contre les chocs électriques à 1000 volts qui sont à l'intérieur de gants de cuir qui sont une protection contre les éclats d'arc. Très important quand on travaille dans des systèmes sous tension.
Une fois qu'on a les équipements de protection individuelle nécessaires, on peut ouvrir la porte parce que le panneau est sous tension. Et là, on sait que notre système ne fonctionnait pas. Le convoyeur ne marchait pas. Maintenant, qu'est-ce qui fait fonctionner le moteur du convoyeur? Est-ce que tu t'en souviens? Le variateur. Le variateur. Powerflex qui est en bas. Est-ce que tu notes quelque chose de particulier? Il est éteint. Il est complètement pas allumé. À ce moment-là, un petit peu comme une perceuse qui ne fonctionnerait pas après l'avoir branché dans le mur, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il est alimenté? Pour savoir s'il est alimenté, il faut savoir par où il est alimenté. Et là, on prend référence dans le plan électrique. Son alimentation est... Oui, ça va à l'autre page, donc il faut tourner la page. On a un renvoi parce que le plan est très gros et il est réparti sur plusieurs pages. Le plan se poursuit ici. Et là, on remonte l'alimentation. Le début de la ligne, on a 3 fusibles. Maintenant, qu'est-ce qu'on devrait faire pour s'assurer que le variateur est alimenté? Vérifier le courant. On va aller vérifier la tension avec le multimètre. Donc, maintenant, tu vas pouvoir l'allumer. On le met en volts et ensuite, on va le mettre en volts courant alternatif. Et là, on est prêt à aller prendre les mesures. Je vais le tenir. On a identifié nos fusibles dans le plan. Et là, il faut les trouver dans le panneau. Il va aller prendre la tension en haut pour voir si les fusibles sont alimentés. Et en effet, on a une tension de 209 volts. Si on s'en va en bas, on donne un délai pour la nouvelle prise de mesure et non, on a environ 19 volts. On a une perte d'alimentation. Ça nous indique que les fusibles sont sautés. Maintenant qu'on a identifié notre problème, on a identifié la source de nos symptômes, quelles actions on va prendre pour régler le problème? On va les remplacer. Maintenant, pour les remplacer, il faut s'assurer de faire ça de façon sécuritaire. Première étape, on va refermer la porte. On va mettre le sectionneur hors tension et on va le recadenasser. Le cadenassage est une procédure cruciale. Il doit être cadenassé et la personne qui effectue les travaux doit avoir la clé. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre qui l'a. C'est toi qui as la clé dans tes poches, parfait. Ça sert à s'assurer que personne ne va remettre le circuit sous tension par mégarde pendant que quelqu'un travaille dedans. Mais même là, on n'est pas certain. Il pourrait avoir cadenassé le mauvais sectionneur. Il pourrait avoir cadenassé lui et venir travailler dessus. Là, c'est évident parce qu'ils sont juste dessus, mais en usine, ça ne l'est pas tout le temps. Des fois, on a des séries de sectionneurs un à côté de l'autre et les machines sont plus loin. Donc, avant d'enlever les EPI pour faire la réparation, il faut aller prendre une dernière mesure. Je peux y aller. Cette dernière mesure-là, ça s'appelle prendre la tension résiduelle. S'assurer que le circuit qu'on a désalimenté est bel et bien désalimenté. Donc, on va aller prendre la tension à la source. Et on a 50 millivolts. C'est bon, on n'a plus d'alimentation. C'est sans danger, on peut enlever les gants et remplacer nos fusibles défectueux. Maintenant, il suffit juste de refermer la porte, enlever le cadenas et remettre la machine sous tension pour vérifier
si notre réparation a fonctionné. C'est l'équivalent du mécanicien automobile qui va faire un essai sur la route avant de remettre le véhicule au client. S'assurer que la réparation a fonctionné comme il faut. On remet sous tension le sectionneur. Et là, on laisse le temps à tout le système informatique de redémarrer. C'est quoi est-ce que vous m'entendez? Oui. C'est quoi le type le profil type là, de l'élève, du jeune, là, de la personne qui va s'intéresser, là, qui va être bien là, heureux là, dans ce type de domaine-là? Il y a un profil très, très, très clair. Ça prend des gens qui sont très allumés, très autodidactes, très curieux, des gens qui ont tendance à aller fouiller, creuser quand ils ont une question, quand il y a un problème, qui se disent pas, bon, c'est pas grave, non, non, je veux savoir. La petite curiosité naturelle. Parce qu'on travaille dans un domaine où la technologie est en constante évolution. On est très, très collé sur l'évolution de la technologie. En ce moment, en industrie, il y a ce qu'on appelle l'industrie 4.0, qui est l'informatisation de tout ce qui est automatisé. Informatisation en lien avec Internet. Maintenant, on est capable de contrôler une usine de chez soi par un ordinateur. Donc, c'est très, très, très informatisé. Et donc, il faut avoir cet intérêt-là pour apprendre les nouvelles technologies au fur et à mesure qu'ils sortent. C'est pas un métier où, quand on sort, on se dit, bon, c'est fini, je le sais, je le connais. Non, dès qu'on met les pieds dans l'industrie, à partir de là, c'est un apprentissage qui est constant tout le long de la carrière. Donc, ça prend quelqu'un de très curieux et ça prend quelqu'un qui est capable d'apprendre par lui-même. Parce que souvent, si on prend, par exemple, des petits contrôleurs comme celui-là, c'est des appareils qui durent quand même assez longtemps. Sauf que quand ils brisent, normalement, celui qui a été fabriqué et installé, il est discontinué depuis une bonne décennie. À ce moment-là, quand on le remplace, on ne peut pas avoir le même, on en a un nouveau. Puis le nouveau, personne ne le connaît. Donc, il faut qu'on fasse avec les moyens du bord, c'est-à-dire les manuels, la ligne d'aide du manufacturier pour être capable de remettre tout ça en marche et de le faire fonctionner. On ne peut pas se fier nécessairement sur nos collègues parce qu'à partir du moment où on l'a sorti de la boîte, on est maintenant l'expert en place sur ce truc-là parce que personne d'autre l'a vu avant nous. Donc, il faut avoir cet intérêt-là pour apprendre des nouvelles choses et surtout creuser de façon autonome. Et aussi, c'est un métier pour les gens qui n'aiment pas la routine. Parce que chaque jour est un sac à surprise. On ne sait pas trop ce qui va arriver. C'est comme une journée à l'urgence pour un médecin. Il rentre le matin, il punch la carte, puis on ne sait pas. Ambulance, accident de la route, on ne le sait pas. C'est tout le temps du nouveau. C'est un sac à surprise et la vie en industrie pour un électromécanicien, c'est ça. Il n'y a pas de routine. Il y a beaucoup de gens qui choisissent ce métier-là pour ça, parce qu'ils n'aiment pas la routine. Et l'élève qui pense à s'inscrire dans ce parcours-là, donc c'est un parcours en continuité où il ferait le DEP, puis il poursuivrait au collège dans un domaine similaire. Donc, oui. Ça serait quoi l'avantage de cet élève-là qui a fait le DEP avant par rapport à celui qui arrive juste avec son diplôme d'études secondaires? En fait, il y a beaucoup d'avantages. L'avantage premier, c'est que contrairement aux formations collégiales, le DEP, il est très, très terre à terre, les mains dans l'équipement. Donc, quelqu'un qui voudrait poursuivre sa carrière après et monter vers les études supérieures a un excellent bagage pour commencer. J'ai eu des élèves dans le passé qui ont fait le DEP et avec qui je suis resté en contact, qui ont fait la technique en électronique industrielle et par la suite un génie électrique à l'école de technologie supérieure à l'ETS. Et à toutes les fois que cette personne-là a commencé une nouvelle formation ou était en cours de formation, elle me disait « C'est fou comment je suis mieux préparé que mes collègues dans ma classe. » Juste parce qu'ils ont déjà travaillé avec l'équipement, qu'ils l'ont déjà vu, qu'ils ont déjà eu les mains dedans avant d'apprendre autre chose. C'est un peu comme apprendre à opérer une voiture avant de la réparer, puis apprendre à jouer dedans avant de programmer, puis voir passer par toutes les parties de sa structure. Et en montant les échelles, ben, on connaît mieux la base. Et c'est un métier qui n'est pas une fin en soi. C'est un début de parcours. Donc, c'est sûr qu'au niveau de l'employeur qui va engager un futur employé là, qui a fait ce parcours-là, le haut DEP, qui a poursuivi avec la technique, qui a peut-être même été allé chercher le génie
au niveau d'universitaire, ben là, il arrive, puis il est complet. Là. C'est clair. Il a vu les étapes, là, donc il est capable vraiment d'accompagner les gens là, dans l'usine là, pour régler les problèmes. C'est clair, c'est très, très clair. La partie pratique va être là. La partie connaissance théorique va être là. Puis ensuite, c'est clair, si on poursuit au génie, là, c'est la partie scientifique qui va être là. Mais à tous les niveaux, la matière va être là, là, et ça augmente d'autant plus la compétence de la personne. Vous avez dit en début d'activité que ce que vous étiez en train de montrer à notre jeune volontaire, ici, c'était quelque chose qui font à la fin. À la fin, oui. Donc, là, les élèves sont préparés oui. au fur et à mesure à découvrir tous ces éléments-là au fil de la formation. En fait, le DEP est construit un petit peu comme des silos. Puis chacune des compétences dans le DEP, on voit une partie de la machine. Aujourd'hui, on apprend comment les systèmes mécaniques fonctionnent. Après ça, une compétence plus loin, on va apprendre comment les systèmes électriques de base fonctionnent. Compétence plus loin, on va apprendre comment la motorisation électrique fonctionne. Et à la fin, c'est comme si on apprenait chacune des différentes parties de la machine pour, une fois rendu dans cette compétence-ci, qui est la dernière, là, on met tout ça ensemble et on met des pannes. Et à ce moment-là, le candidat, il arrive le matin, puis OK, là, on dit rien. Vas-y, il y a des pannes dans la machine, trouve c'est quoi. Puis là, en appliquant la méthode de résolution de problème et en s'assoyant sur les connaissances qu'il a eues et accumulées durant tout le DEP, il va être capable de suivre le raisonnement pour amener son diagnostic, pour trouver c'est quoi la source de la panne. Et c'est ça le but de cette compétence-là. C'est vraiment un dépannage comme il a fait. On regarde, on a des symptômes, on suit les symptômes, on va vérifier dans le plan, on émet une hypothèse. Une fois qu'on a notre hypothèse, il faut qu'on aille faire des tests pour démontrer notre hypothèse. Puis une fois que les tests ont prouvé que notre hypothèse est bonne, on répare. Des fois, les tests vont prouver que notre hypothèse est mauvaise pour tourner en haut. À ce moment-là, il faut se poser d'autres questions. Il y a un indice qu'on n'a pas vu quelque part. Et c'est là que le Sherlock Holmes en nous devient utile. Il faut qu'on fouille, qu'on sente qu'est-ce qui se passe. Hop, regarde donc, il y a un ventilateur qui ne tourne pas, je ne l'avais pas vu, lui. Ou un autre truc comme ça. Il faut être observateur. C'est vraiment super intéressant. Sydney, est-ce que tu as des questions? Non? Il te restait juste à remettre ça en marche. On n'a pas fini. Alors, on laisse finir l'opération pour que la machine fonctionne. Oui, on réarme. Départ. Départ. Et là, le deuxième convoyeur est supposé démarrer. Et c'est le cas. On a réparé. On a trouvé le bug. Une autre question, Sébastien. On voit ici, là, on est dans un genre d'environnement qui ressemble à une usine. L'équipement qu'on a ici là, à l'ENS, est-ce que c'est des choses qu'on trouverait dans une usine normalement? Oui. En fait, le domaine de l'électromécanique est excessivement large. Puis on a de la difficulté à concevoir à quel point on peut s'ouvrir des environnements de travail avec ce DEP-là. Je vous donne un exemple rapide. Il y a des métiers qui étaient artisanaux ou très manuels dans le temps qui sont maintenant rendus automatisés. On fait juste prendre les trois grands secteurs de l'industrie, primaire, secondaire et tertiaire. Si on prend le secteur primaire, on a les mines, la foresterie. Tout ça, maintenant, c'est de l'équipement automatisé. Donc, dans les mines et dans la foresterie, on a besoin d'électromécaniciens pour entretenir et réparer les machines qui font du forage, les machines qui coupent les arbres. Si on se transporte ensuite dans le secteur manufacturier, qui est notre principale zone de travail, là, tout ce qu'on achète aujourd'hui, c'est fabriqué par des machines. L'artisanat, c'est très, très peu dans le volume de fabrication de tout ce qu'on peut consommer comme matériel. Donc, n'importe quoi de nos vêtements aux appareils électroniques qu'on a, c'est tout construit par des machines. Et ça prend des électromécaniciens pour entretenir les usines. Ensuite, il y a le secteur tertiaire. Maintenant, quand on entre chez Walmart, on arrive, les portes s'ouvrent automatiquement sans qu'on se pose plus la question. Mais ça, c'en est un système automatisé. Et il y a des électromécaniciens dont leur travail, c'est d'entretenir les portes de magasins. Maintenant, il y a des caisses automatisées. Il y avait des caissières et des caissiers à tous les postes de travail avant. Maintenant, il y en a beaucoup moins. C'est des systèmes de caisses automatisées où on arrive et on scanne nous-mêmes nos trucs. Il y a des balances là-dedans. Et il y a des électromécaniciens qui entretiennent ces caisses-là. Donc, on est vraiment, vraiment, vraiment partout. Ce qu'on a ici, c'est le genre d'équipement qu'on retrouve dans le milieu central, c'est-à-dire dans l'industrie manufacturière. Ça va être de l'équipement comme ça. Mais il est possible de travailler dans d'autres genres d'environnement, comme dans le secteur primaire ou le secteur tertiaire, ou même dans le secteur manufacturier.
une compagnie qui fabrique de l'électronique de précision n'aura pas le même genre d'équipement qu'une compagnie qui fabrique des vêtements. Ça ne sera pas le même niveau de propreté. Ou une pharmaceutique, exemple. Pas le même niveau de propreté. Ça ne sera pas la même taille de machine. Donc, ça peut changer. Nous, ce qu'on voit, c'est les systèmes généraux. Et après, l'apprenant, ce qu'il doit faire, c'est prendre ce qu'il connaît et l'adapter à son nouveau milieu de travail. Et peu importe où il va travailler, ça va être ça. Il peut travailler 10 ans à un endroit, changer de compagnie et là, devoir réadapter tout ce qu'il connaît à un nouvel environnement. Pour répondre aux différentes questions qui nous ont été posées dans le clavardage, la première était entre autres, est-ce qu'il y a des possibilités de poursuivre plus loin que le DEC? Effectivement, oui. L'enseignant vous en faisait part. Hein? Il y a plusieurs avenues qui s'offrent à vous, dont, entre autres, le baccalauréat en génie électromécanique puis le baccalauréat en génie électrique. Donc, ce sont des possibilités qui sont offertes pour vous. Il y avait une question aussi au niveau du transport. Donc, oui, le transport est fourni. Il y a une formule cette année au niveau du transport où on remet des cartes de la STL qui permet justement là, de venir au centre EMS. Et puis, bien, la carte, c'est certain qu'elle est valide là, en tout temps. Donc, les élèves ont cette possibilité-là au niveau du transport. Les étapes qui s'en viennent pour vous, si l'intérêt est encore au rendez-vous, si vous êtes engagé, motivé dans la concentration de ZEPDEC. Tout d'abord, vous avez assisté à la soirée d'information. Vous avez vécu l'activité d'immersion. On a deux passionnés là, qui discutent et qui poursuivent leurs échanges autour de la machine. C'est quand même extraordinaire. Puis, vous avez aussi sur le site de la concentration d'SDEPDEC tous les renseignements à votre disposition. Donc, vous pouvez dès maintenant, hein, si vous voulez être le premier à nous signifier votre intérêt, remplir le formulaire d'intérêt. Il va y avoir ensuite un processus d'accompagnement par une conseillère là, qui va communiquer avec l'élève pour voir si l'élève est en réussite de ses cours de troisième secondaire, les niveaux d'engagement, etc. Et ensuite de ça vient l'étape du formulaire de choix de cours que votre école secondaire va vous remettre. Donc, vous aurez à cocher concentration d'SDEPDEC. L'étude du dossier va suivre son cours et ensuite, il y aura un formulaire de changement d'école parce que oui, l'élève qui s'engage va venir étudier ici concrètement dans l'école, dans le centre EMS. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, chers collègues, dans le clavardage. On me souffle à l'oreille que, ou Chantal, est-ce que tu veux que je te laisse? Étant donné qu'on a nos masques, c'est plus difficile, je vais reculer et je vais te laisser prendre la parole. Donc, juste pour m'assurer que c'est clair au niveau du transport, le transport est fourni autant pour tous les élèves. Selon la formule, ça peut parfois être en transport berline ou en transport scolaire jaune. Parfois, c'est la STL, mais même quand c'est la STL, c'est payé par le centre de service scolaire. Donc, il n'y a pas de frais à débourser pour le parent au niveau du transport pour les mois d'école. Ça, c'est important de vous le dire. L'autre particularité pour le programme d'électromécanique, comme je vous disais, je veux juste m'assurer que je l'ai mentionné plus tôt, c'est un programme de 1800 heures. Donc, le DEP se déroule sur 2 ans et demi. Alors, les 2 premières années, c'est en concomitance, donc les études de formation générale et les études au niveau de la formation professionnelle. Donc, il va y avoir des cours de français, de mathématiques, d'anglais, d'histoire, tous les cours nécessaires et obligatoires pour l'obtention du DES, de même que la physique, les sciences enrichies qui vont être offertes aussi pour s'assurer que les élèves ont les préalables pour être capables de rentrer dans la technique qui est associée là, en continuité avec l'électromécanique pour laquelle on développe des passerelles avec le cégep. Et une des questions était, là, est-ce que je suis obligée d'avoir ça pour aller faire le bac en génie? La réponse est non, mais comme on vous a expliqué tantôt, si vous faites le parcours pour aller chercher le DEP, éventuellement la technique, et le bac, bien, c'est sûr que les candidats sont beaucoup plus outillés. Le parcours d'un à l'autre est beaucoup plus facile au niveau des études parce que l'élève, vous comprenez, qui va faire sa technique, qui a déjà fait le DEP, il a travaillé dans des machines, il a appris plein de notions, il connaît le vocabulaire, il sait comment manipuler les choses, donc il est beaucoup plus préparé à faire sa technique. Donc, ce qui fait en sorte que, étant donné que ces cours techniques sont plus faciles, bien, ça rend plus facile là, la réussite des cours généraux
au cégep. Alors, pour l'obtention du DEC, c'est beaucoup plus facile pour l'élève. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Comme vous a dit Geneviève, vous pouvez toujours écrire vos questions si vous y pensez demain matin dans le formulaire de questions. Nous signifier votre intérêt dans le formulaire d'intention d'inscription et ne pas oublier de compléter, de choisir l'option électromécanique de la concentration de SDFTEC dans le formulaire de choix de cours que vous aurez à compléter vers la mi-février. Merci à tous. Merci à notre enseignant, à notre élève participant Sydney. Et on espère vous avoir parmi nous dans la belle concentration de SDFTEC. Bonsoir tout le monde.